Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule Le plus dur commence sur le CAC 40, point d'interrogation. Donc on commencera par l'analyse des marchés, où on ira voir les rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique, le cours du baril de pétrole ou encore les indices américains, sans oublier quelques stats macro. Ensuite, direction le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, suivi technique de mes trades avec quelques changements. La semaine dernière, j'ai toujours le BX4 Dassault Systèmes, l'achat du CAC 40 via l'ETF LVC. J'ai pris la décision d'encaisser mes gains. Je vous montrerai pourquoi. J'ai toujours Alstom, Interparfum, Eiffage, Dassault Aviation, Pernod Ricard. Et je suis rentré fin de semaine sur Rémi Cointreau. Je vous montrerai aussi mon plan de trading. Pour terminer, je vous ai sélectionné 4 sociétés que je trouve techniquement intéressantes à suivre. Renault, SPI, Essilor-Luxottica, Imeris. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur les réseaux X et Discord, les liens sont dans la description. Pour mes portefeuilles sur Morning ou encore Bagger avec les 14 jours d'essai et avoir accès à énormément d'informations financières, les liens sont aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. En commençant par le rendement obligataire 10 ans français qui est en train de faire un nouveau plus haut en passant la barre des 4%. Donc, c'est pas de bon augure pour moi. Ça commence à être très chaud au niveau de ce rendement. Alors, on n'est pas pour le moment dans un crack obligataire parce que ça monte plutôt sur une construction typique d'une tendance haussière. Mais attention, parce qu'il faut se rappeler que les 4%, on les avait plus vus depuis 2009. Donc ça commence à remonter, sachant qu'en plus, notre charge des intérêts de la dette en France commence à énormément peser sur le budget de l'État. Et que déjà, je suis curieux de voir, petite parenthèse, au mois de septembre, parce que ça va commencer à l'Assemblée, etc., pour le nouveau budget de 2027. Alors je suis curieux de voir les discussions, la partie recettes et dépenses. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous trouver pour essayer de ficeler ce budget 2027 qui, je pense, ne sera pas, ça sera encore catastrophique comme celui de 2026. Fermons la parenthèse. Donc on en est là. Et on verra si on va s'installer durablement au-dessus de cette barre des 4%. Mais pour moi, ça commence à être extrêmement dangereux. Bien sûr, il y a aussi ce conflit au Moyen-Orient que si il venait un peu à se calmer, que le détroit d'Ormuz rouvrait sur un espace de temps plus long, voire même un accord de paix, je pense que ce rendement pourrait baisser. Mais je ne vois pas non plus un retournement de la tendance haussière sur ce rendement du 10 ans français. Donc on verra bien la suite, mais prudence, parce que plus on va monter, pour moi, plus il y aura de la pression sur le marché action. Donc on en est là pour le moment. Affaire à suivre. Pour les stats zone euro, il n'y avait pas énormément de choses. Je vous ai mis la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre en zone euro, donc ressorti comme les attentes à 1%. Le premier trimestre, on était à 0,5. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On a 1% de croissance en zone euro, c'est pas si mal que ça, donc on va s'en contenter de cette bonne nouvelle. Pour la semaine prochaine, à surveiller l'inflation, parce que bon, on est là sur les prévisions, on pourrait être à 2,9%, donc une inflation pour le mois de juillet en rythme annualisé qui continue sa hausse, et l'inflation corps qui aussi pourrait continuer sa hausse, donc ça va être à surveiller de près, parce que si on venait à ressortir sur une inflation à
3%, voire plus de 3%. Là, ça pourrait aussi jeter un coup de froid sur le marché action. Par contre, à l'inverse, si l'inflation a été plus basse que les prévisions, voire plus basse que le mois de juin, peut-être à 2,7, 2,6, là, ça pourrait être une bonne nouvelle pour les marchés. On passe aux États-Unis. Donc là, sur le rendement 10 ans américain, c'est pareil. On continue un peu de monter, même si on voit qu'on est, contrairement aux 10 ans français, qui est nettement plus sur une tendance haussière. Là, on zigzague. Les plus hauts récents datent pas de 2009 sur son rendement, datent de 2023, qui est vers la zone des 5%. Donc là, on est pour moi dans la partie un peu grise. Attention, prudence, entre 4,60 et 4,81. Et pour le moment, ça fait 3 semaines que le 10 ans américain reste dans ces niveaux. Donc on verra bien quelle zone il cassera en premier. Pour les stats, je vous ai mis l'inflation pour les États-Unis, donc ressorti comme les attentes. L'inflation au mois de juillet en rythme analysé 3,4, donc une petite baisse sur le mois de juin où on était à 3,5, donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Et l'inflation core 0,2 comme les prévisions. Donc là, ça augmente un petit peu pour ce mois de juillet. Donc on verra bien aussi ce qui se passera durant les prochaines semaines. Je vous ai rajouté aussi une stat qui a été plutôt pas du tout comme les prévisions. C'est les ventes au détail pour ce mois de juillet qui sont ressorties très basses. Moins 0,6%, les prévisions étaient de plus 0,1%, et le mois dernier, au mois de juin, elles sont ressorties à plus de 0,2%. Donc on voit un très fort ralentissement de cette stat des ventes au détail, et bien sûr, c'est pas de bon augure pour la croissance américaine, parce que je vous rappelle que le PIB des États-Unis, c'est à peu près les 2 tiers de la consommation des ménages. Donc quand on a des ventes au détail qui passent dans le négatif et surtout pas de 0,1%, on est quand même à moins 0,6%. Donc attention quand même. Pour le moment, les marchés actions aux États-Unis, on va aller voir, n'ont pas vraiment réagi. Donc il faudra quand même suivre parce que on a quand même des signaux d'un ralentissement économique. Donc la bonne nouvelle sur cette stat, c'est qu'on verra la semaine prochaine. Je vous montrerai les Fed Funds pour la prochaine réunion de la Fed. C'est qu'on s'éloigne progressivement d'une remontée des taux directeurs de la Fed, parce que plus on avance, plus les stats de la croissance aux États-Unis faiblissent. Donc, ça laisse un peu de temps à la Fed pour remonter ses taux. On a vu le marché de l'emploi qui tient toujours. Donc on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. On passe au pétrole qui, lui, fait du zigzag. On repasse au-dessus de cette barre des $80. Donc, on voit... On était en dessous, vous savez mes niveaux, entre 67, 79, $80. Bon, c'est plutôt une bonne chose au niveau du prix du baril de pétrole. Entre 80 et 95, c'est zone grise. Plus on se rapprochera des 95, plus ça parlera du retour de l'inflation et ça mettra de la pression sur le marché action. Donc là, on est repassé dans la zone un peu grise, même si on est plutôt vers le bas, vers les 80. Donc on verra bien, est-ce qu'on est en train de faire ce genre de scénario et là, retournement, on repart direction les 100, ou est-ce qu'on va zigzaguer? Donc comme ça suit plutôt les événements qui se passent au Moyen-Orient avec le détroit d'Ormuz, donc voilà, un jour c'est vert, un jour c'est rouge. Donc pour le moment on est à $80, c'est pas extrêmement élevé, mais ça serait bien de repasser la semaine prochaine en dessous des 80. On passe aux indices américains qui, eux, continuent une belle semaine. Sur le S&P 500, bougie hebdo, on est à plus 0,33, sachant que la semaine dernière, on avait fait presque plus 4%. Donc, on est sur des nouveaux records sur le S&P. Donc, tant la première zone à surveiller, bien sûr, c'est cette résistance qui avait duré un certain temps à 7600, c'est bien sûr de ne pas casser pour continuer la très très belle tendance haussière. Donc on pourrait peut-être zigzaguer, mais tant qu'on reste au-dessus des 7600 points, je suis très positif sur le S&P 500. On va finir avec le Nasdaq qui lui a un peu de retard sur le S&P. On n'est pas sur des nouveaux records, on a la résistance à franchir
vers les 30 500 points. Donc, si on a une petite respiration, bien sûr, du S&P, bon, bah, le Nasdaq n'arrivera pas à inscrire des nouveaux records. Mais on a quand même sauvé, on en avait parlé. Un peu, on avait fait un nouveau plus bas. On avait dit, bah, je vous avais dit attention, on a cassé, mais peut-être qu'on va avoir une réaction la semaine suivante. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. On a fait une énorme mèche basse. Donc on a quand même bien rattrapé sur la fin de semaine. Et la semaine dernière, plus 5%. Et on revient en fait dans le range. Le RSI est toujours dans la partie haute au niveau de l'hebdomadaire entre 50 et zone de surachat. Donc on est toujours en fait sur le Nasdaq en phase de respiration latérale. Direction maintenant notre bon vieux CAC 40 en commençant en données hebdo. Donc on est sur une bougie rouge cette semaine. On respire suite à quand même 3 semaines de hausse sur le CAC. On fait à peu près moins 1% cette semaine. Donc pas d'inquiétude sur moyen terme ni court terme sur le CAC 40. Bien sûr, on voit que c'est toujours très haussier. On s'était éloigné de cette moyenne mobile 10. En hebdo, on pourrait y revenir gentiment sans trop de volatilité. Ensuite, on est toujours dans la partie haute au niveau du RSI, au-dessus des 50. Bien sûr, si on dézoome vraiment sur du long terme, on est au milieu de ce canal haussier. Vraiment, toujours très positif sur le CAC 40. On passe en données quotidiennes pour voir de plus près. Donc cette semaine, on était donc vendredi dernier le 7 août ici. Lundi, on a fait une toute petite progression. Et puis après, ça a baissé les jours suivants. On casse premièrement la moyenne mobile 10 journalière. Mais pour moi, la zone à surveiller, c'est vers les 8600 points. Qui, si on venait à casser, là, on pourrait peut-être aller chercher des flux un peu plus bas. Donc tant qu'on reste au-dessus des 8600 points, je suis positif. Peut-être qu'on va zigzaguer comme ça, revenir. J'ai déjà tracé un support oblique haussier qui est plutôt cohérent depuis les plus bas du mois de mars dernier. Donc on a eu plusieurs touchettes. Donc revenir vers cette zone, je ne serais pas très inquiet de revenir. Là, si on revient rapidement, on pourrait casser la zone des 8006, mais bon, ça sera après 8005. Par contre, si la semaine prochaine on casse, et après ça sera 8004. Et là, ça commencera à faire un peu beaucoup cette consolidation, parce que si on regarde le petit rallye haussier, 8005, c'est pile 50% de retracement. Donc c'est pour moi la dernière limite pour vraiment avoir une très forte tendance haussière. Donc on en est là. J'ai toujours la résistance oblique baissière qui a joué son rôle ces derniers jours. Donc pour conclure sur le CAC, toujours très positif même à court terme. Petite respiration bien légitime après cette hausse. Maintenant à surveiller la semaine prochaine le support. On est entre 8005 et 8006 à ne pas clôturer en fin de semaine. Et puis la résistance, on pourrait très bien retrouver des flux pour faire des nouveaux records. Mais quand même, je me pose la question, quel pourrait être le catalyseur pour aller faire des nouveaux records? Parce qu'on a eu, il y a quelques jours, semaines, c'était les résultats d'entreprise qui ont été plutôt bons et surtout bien accueillis par le marché. Maintenant, pour moi, il faudrait que ça avance, une avancée significative au Moyen-Orient et sur le détroit d'Ormuz entre les États-Unis et l'Iran pour donner un coup de fouet sur le CAC 40, parce que sinon, peut-être aussi être emmené par les indices américains, mais on va passer le 15 août, toujours un peu les vacances, mais l'activité va reprendre, il y aura peut-être un peu plus de volume. Et on verra bien ce qui pourra se passer sur le CAC. Donc voilà les zones à surveiller la semaine prochaine. Je les laisse. Support 8500, 8600 points et résistance 8750. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades, petit point rapide sur la performance du portefeuille la semaine dernière qui a été négatif en baisse de 0,66%, mais légèrement meilleur que le CAC 40 avec un spread de 0,2%. En bas, je vous ai mis la seule position que j'ai clôturée la semaine dernière, c'est l'achat du CAC 40 via le TFLVC, donc avec un très bon gain de presque 800 €, soit une performance d'un peu plus de 16%. Allez, c'est parti. En commençant par mon fameux BX4, donc toujours bien sûr avec une énorme moins-value latente, mon PRU à 0,85. On vient de voir le CAC 40, sur le BX4, bien sûr, il souffre. Donc on va ajuster déjà le support ici.
Maintenant, j'ai vendu mon achat sur le CAC 40. Je suis toujours quand même haussier sur le CAC. Donc, je vais pas non plus me précipiter pour faire baisser mon PRU. J'attends en fait on a parlé du quel pourrait être le catalyseur pour faire des nouveaux records sur le CAC avec cette fin de guerre au Moyen-Orient. Mais le catalyseur qui pourrait faire dérailler les marchés, pour moi, ça pourrait être bien sûr un crack obligataire. On n'en est pas encore là, mais ça peut très vite arriver. Ou peut-être vraiment un fort ralentissement aux États-Unis avec une sorte de récession, voire une stagflation avec une inflation qui ne baisse pas et une croissance qui ralentit fortement. Et après, on a des signaux avec l'emploi qui nous donne un peu des frayeurs. Et là, le retournement des marchés américains entraînera bien sûr aussi les marchés européens. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais bon, on verra. Si vous pensez que le CAC ne va pas refaire des records de sitôt, c'est-à-dire dans les prochains jours, bon, rien ne vous empêche de prendre position sur le BX4 pour essayer de prendre quelques gains jusqu'à par exemple la polarité ici. Ça ferait un risque récompense de 1 pour commencer. Et puis si vraiment ça continue de creuser sur le CAC 40, on accompagnera. Mais moi je suis déjà dedans, donc j'ai pas non plus envie de trop m'exposer avec le BX4. Donc voilà, on en est là. Je garde pour le moment en fond de portefeuille et j'attends les nouvelles. On passe à Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, semaine de respiration plutôt bien construite. Semaine, on était là lundi vers les 22, on a fait un point bas vers 21 et là on repart vendredi avec une belle journée de presque plus 4%. Donc techniquement, en court terme, c'est toujours très propre, haussier. On a eu la phase donc de baisse, la phase latérale. On casse la grosse zone de résistance qui était vers les 20,40 €. On fait un petit pullback, on accélère, on s'écarte de la moyenne mobile 200 qui est toujours baissière. On vient chercher à quelques centimes près la polarité, le support, et là on a l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc bien sûr je suis positif, ma stratégie sur Dassault Systèmes c'est de me rapprocher le plus possible de mon PRU qui est élevé vers les 30 €. Pour les personnes intéressées, pour moi là avec cette belle réaction vendredi, je mettrais une zone d'annulation par là, parce que si on retourne en dessous des 20 €, techniquement ça serait préjudiciable, et puis l'objectif serait de revenir vers les 24-37 et avoir le scénario de la tendance haussière court terme. Impulsion, petit retracement, impulsion, on casse la résistance, petite respiration, nouveau plus haut récent, respiration, et puis on continue, peut-être jusqu'à là, et voire même très bel objectif, ça serait de revenir chercher la sortie du gap baissier qui date du 23 octobre 2025. Donc, je suis positif sur Dassault Systèmes. Là, c'est pareil, j'hésite à en reprendre, mais je ne veux pas trop m'exposer parce que ça peut encore avoir de la volatilité. Le secteur, on ne sait pas trop. Il y a vraiment du mieux. Il y a une base qui s'est construite, même sur du moyen terme. C'est quand même pas si mal. Mais bon, ça peut rester fragile, je préfère patienter et voir après pour essayer de sortir avec une légère perte. Pourquoi pas sur ce trade. RSI, il est positif. Moyenne mobile, la 10, la 20, la 50 sont haussières. Les cours sont pile sur la 10 et la 200 est en train de se retourner à la hausse. Donc c'est positif. On passe à l'ETF, donc LVC, comme je vous l'ai dit, je l'ai vendu. J'ai vendu mercredi 12 août à 49,83 €. Donc voilà, on en a parlé sur le CAC, qu'il a fait des nouveaux records. Moi, c'est quand même une position qui date de 2025. J'ai commencé la position le 4 novembre 2025. La dernière fois que j'en avais repris, c'était en mars 2026 ici. J'ai toujours pris en fait dans cette zone. Pour moi, le support était vers les 41,35. On s'est fait peur au mois de mars avec le conflit au Moyen-Orient. Et puis après, on a travaillé la zone. L'objectif, c'était de faire des nouveaux records sur le CAC. C'est ce qui s'est passé. Et là, ma stratégie de cette semaine, c'était le jour où le CAC 40 ferait un plus bas de la bougie précédente, donc je prendrai mes gains. Donc c'est ce qui s'est passé mercredi. On voit chaque fois c'était des petites bougies
avant, mais on ne cassait pas les plus bas de la journée précédente. Chaque fois, on avait quelques mèches, et là, il y a eu une petite faiblesse. Alors, c'est très court terme. Comme je vous l'ai dit sur le CAC, je suis toujours très positif. Rien ne m'empêche de reprendre position si on revient sur la polarité qu'on a vue et qu'on a une réaction. On peut mettre aussi l'oblique haussière. Voilà. Donc, c'est la même config. Donc, si on revenait là, je pense que je pourrais en reprendre de cet ETF, donc un achat sur le CAC 40 avec, si je vois un retour des acheteurs, une zone d'validation assez courte et objectif, ben, les records, soit un risque-récompense d'à peu près 1,5. Pourquoi pas, pour essayer de grappiller et voir si le CAC arrivera à faire des nouveaux records. Donc je suis sorti, j'ai pris un très bon gain. J'ai fait sonner le tiroir caisse, c'est toujours aussi positif d'encaisser, mais bien sûr, je vais pas arrêter de regarder le CAC 40 et peut-être reprendre une position dans les prochains jours. On passe à Alstom. Donc Alstom, pas grand-chose à dire, on est toujours très latéral. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on essaye de tenir tant bien que mal la zone de support à 16,12 € parce que on voit là c'était support, là ça a cassé, après elle est devenue résistance ici, on est repassé au-dessus, support, et là on tient. Alors c'est plutôt timide, on voit que vendredi on fait une sorte de mèche basse, on fait plus 1,50, donc c'est plutôt positif, même si c'est pas non plus la folie. On a un gap baissier ici, court terme. Donc à surveiller. Là c'est un peu comme Dassault Systèmes. Mon objectif sur Alstom, c'est de me rapprocher de mon PRU vers les 20 €. Je me suis laissé emporter suite au profit warning du 17 avril dernier avec un énorme gap baissier. Donc c'est comme ça. Là, le problème des profit warnings, c'est il n'y a pas de date. Elle a fait quand même moins 27% ce jour-là. J'en avais repris parce que ma position elle date du 25 mars pour faire baisser mon PRU. Et puis là, maintenant, j'attends. J'attends si vous croyez en Alstom. Peut-être un retour vers les 16,50 par là, vers le gap baissier. Zone d'validation par ici. Et puis objectif, revenir vers le gap. Et avoir la stratégie, donc double creux, déclenchement du double creux avec une belle hausse, pullback sur la polarité, et puis on continue la hausse sur Alstom. Donc curieux de voir ce qui se passera la semaine prochaine. Pour moi, comme Dassault Systèmes, j'ai pas envie d'en reprendre pour mettre en difficulté si ça repartait à la baisse. Donc j'attends, moyenne mobile tout entremêlé, pas vraiment de directionnel. RSI, il est pile sur la zone de neutralité des 50. Donc rendez-vous, on va dire, le week-end prochain pour voir si Alstom arrivera à tenir cette zone des 16,12 €. On passe à Interparfums. Donc Interparfums, pas grand-chose cette semaine. Pas grand-chose cette semaine. On a bien vu la résistance à 25-24 et on n'arrive pas à la franchir. On est pour mon cas vers mon PRU, là, 24,82. Donc j'attends, je fais rien. Voilà. J'ai deux scénarios sur Interparfums. Soit on est dans un range entre 24 et 26 là. Et on est en train de zigzaguer, on pourrait peut-être aller là ou là. Bien sûr, le support, à ne surtout pas casser, c'est les 23,50. Parce que là, on casserait par le bas et on serait plutôt sur une tendance baissière avec l'impulsion baissière, le retracement et un nouveau plus bas. Parce que le retracement de l'impulsion, c'est à peu près 50, 65,8. Donc, on verra ce qui se passera. Je reste attentif parce que ça peut aller vite à la baisse comme à la hausse. Donc à la hausse, c'est de repasser les 25-24. Si la semaine prochaine, elle arrive à revenir vers les 25-50 par exemple, là, il y aurait peut-être le scénario de impulsion baissière, retracement, petite respiration, pas de nouveau plus bas et début d'une toute petite tendance haussière court terme. Et donc, le dernier creux dans la hausse ici, et puis objectif revenir vers le haut si c'est un range vers les 26,50, soit un risque récompense d'à peu près, on peut aller si on reste de 1 pour commencer, puis on verra bien. De toute façon, mon objectif
pour mon PRU, c'est de revenir par là et voir si elle revient vers les 26,60, soit d'encaisser, soit si il y a des catalyseurs pour casser cette résistance, aller bien plus haut. Moyenne mobile 200, la 50 avait croisé avec la 50, la 200 pardon à la hausse, donc une croix dorée toujours positive. Après les moyennes mobiles courtes, bon pas de directionnel, on a la 10, la 20 haussière, baissière, donc on est vraiment sur de la neutralité. On passe à Eiffage. Donc Eiffage, c'est pas joli, hein. C'est pas joli cette semaine. On avait eu un passage de la résistance à 123,35 € il y a quelques jours, sauf que ça n'a pas duré longtemps. On a eu la baisse, la phase latérale, on casse par le haut, mais ça fait pchit. On revient presque au point de départ. Donc là, j'hésite. J'hésite, surtout que les résultats s'approchent. 26 août, et comme j'aurais vendu avant les résultats, est-ce que de prendre 6-7% de perte, parce que bon, si on casse les 119, ça a commencé à faire presque 10%. Et puis je la trouve pas belle techniquement. On voit si on prend du recul. On était sur une belle hausse avec un support oblique haussier qui a été cassé. Et puis elle n'arrive plus à reprendre des flux, hein. Voilà, par exemple, on fait une belle hausse, un retracement assez prononcé, mais on repart à la hausse. Là, on voit qu'il n'y a plus d'essence, il y a la résistance à 146. Là, par contre, on casse le dernier plus bas qui est ici, même l'ancien dernier plus bas. Et puis là, on fait un rebond, chercher la polarité, et puis on tient. Le point positif, c'est qu'on ne fait pas de nouveau plus bas. On tient la zone des 119, 120 €, là 120 €, mais ça rebondit plus sur Eiffage. Il n'y a plus grand chose. Le RSI dans la partie basse, les moyennes mobiles sont toutes au-dessus des cours et baissière, à part la 200 qui est encore haussière, mais bon, c'est quand même techniquement pas top. Si vous voulez rentrer sur Eiffage, après si ça vous gêne pas de rester en position pendant les résultats, c'est attendre une réaction vers cette zone de support. Et puis essayer, comme ça avait été le cas, là on avait une belle bougie, mais on voit on a une très belle bougie, mais ça ne s'est pas prolongé la hausse. Mais bon, on verra. Si vous voulez rentrer, zone d'invalidation par là. Objectif, peut-être par ici pour commencer. Peut-être remonter un peu la zone par ici vers les 126, soit un risque récompense d'environ 1. Et puis cette fois, peut-être que le catalyseur pour la relance haussière de FH, ça sera ces résultats qui seront bien accueillis par le marché. Elle reviendra et puis elle recassera peut-être les 126. Donc moi, je ne vais rien faire, je pense, jusqu'à cette date, à part essayer de sortir du mieux possible de ce trade. On passe à Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, semaine plutôt positif, hein, à part la bougie de jeudi, presque moins 2, mais beau rattrapage vendredi. Donc c'est haussier. Je suis légèrement au-dessus de mon PRU. Les moyennes mobiles sont bien sous les cours haussières. On a la première moyenne mobile en support dynamique, c'est la moyenne mobile 10. Parce que depuis le 22 juillet et ses résultats, on était passé au-dessus. On voit qu'il joue le premier rempart à la hausse de la tendance sur Dassault Aviation. Donc là, c'est pareil, on a vu la phase latérale, on a cassé, là j'ai pris position, une petite respiration, et là on repart. Donc on en est là. Pour rentrer, c'est compliqué sur Eiffage, parce que pour moi, la zone d'invalidation, elle se trouve toujours ici. Et puis l'objectif là-haut, donc ça fait léger, hein, le risque récompense. Pour mon cas et mon PRU, là c'est quand même meilleur. Pas sûr qu'elle aille jusqu'à 338, mais bon, pour le moment elle en prend le chemin, c'est positif. Alors, si on revenait encore un peu respirer, à vous de voir. Secteur est plutôt intéressant, donc on en est là. Je garde le RSI positif dans la partie haute, je garde fond de portefeuille. Je n'ai pas envie d'en reprendre ou attendre peut-être une construction. Mais voilà, au niveau de Dassault Aviation, il y a quand même du mieux depuis quelques jours. On passe maintenant à Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, petite aussi respiration début de semaine et belle réaction vendredi avec une belle bougie verte qui clôture au plus haut avec une performance d'un peu plus de 1%. Donc là, c'est aussi positif techniquement. On avait vu de toute façon cette zone de moyenne mobile 200 journalière, que si on prend du recul, on voit que Pernod Ricard, depuis quand même 2023 ou 2023, on n'a pas réussi à vraiment s'installer au-dessus. Il y a eu
une première fois ici en septembre de octobre 2024, moyenne mobile, on s'en rapproche, mais on continue la baisse. Il y a eu ici, on a fait quelques jours au-dessus, mais on a encore baissé. Et il y a eu en mars dernier, février 2026, où pareil, on s'y approchait et on a encore baissé. Donc c'est vraiment un obstacle pour moi de résistance dynamique. Donc franchir en plus la polarité horizontale, parce que là c'était support deux, trois fois, ici aussi, et après on a cassé. Donc toute cette zone vers les 72, c'est vraiment l'objectif de casser à la hausse. Donc on a eu la base qui s'est construite et bien construite sur Pernod Ricard sous forme de range latéral, donc support 61, résistance 67. J'ai pris position le 31 juillet à 68 euros sur un peu le pullback. Et puis là, bon, bah, ça zigzag. Je suis toujours positif sur Pernod Ricard. Voilà, donc après, c'est à vous de voir. Si bah, vous avez un peu le même scénario que moi, bah, la zone d'validation pour moi elle est toujours sous le gap haussier du mardi 28 juillet. Donc si on revenait en dessous des, on va dire des 65 euros, ça serait bien sûr techniquement pas top. On reviendrait dans cette longue phase qu'elle a construite. Et donc bah, on reviendrait dans ce marasme, si je puis dire, sur Pernod Ricard. Donc le scénario comme celui-là, risque récompense un peu moins de 1. Mais après, bon, bah, bien sûr, si on arrive à vraiment casser les 72, s'écarter de la moyenne mobile 200 pour avoir sur du moyen terme un vrai retournement de Pernod Ricard. Et pourquoi pas aller après à 87, mais bon, pas sur une ou deux semaines, sur quelques semaines, voire quelques mois. Mais techniquement, il y a vraiment du mieux. Il nous manque que le passage au-dessus des 72 euros pour vraiment se donner un autre élan à la hausse. Je garde pour le moment dans le portefeuille RSI positif au-dessus des 50. On verra aussi vers le 27 août. J'aurai vendu avant parce qu'il y aura ces résultats. Donc plus on va s'approcher des 72, plus ça sera positif pour moi. On termine avec Rémi Cointreau. Donc nouvelle position prise jeudi. Alors c'est pour ça aussi, Pernod Ricard, Rémi Cointreau, c'est le même secteur. J'ai hésité. Donc j'ai pris une petite position et qui en fait complète un peu ma position de Pernod Ricard sur deux sociétés presque similaires. Donc voilà, j'ai pris, on verra bien comment que ça va se passer. Donc la stratégie sur Rémi Cointreau qui est plus forte que Pernod Ricard parce qu'on voit, on vient de voir la moyenne mobile sur Pernod Ricard qui est toujours au-dessus des cours. Sur Rémi Cointreau quand même, elle est déjà bien loin des cours. On est déjà 13% au-dessus de cette moyenne mobile 200, donc elle est plus recherchée que Ricard. Donc on en est là, donc ma stratégie, donc c'est pareil, on a eu une longue phase un peu latérale sur Rémi Cointreau, avec là un beau passage de la moyenne mobile 200 qui s'est fait au mois de juin, croisement M50 M200, donc une belle croix dorée, un beau pullback pile sur la polarité, résistance très claire à 45 où on voit que la résistance rejette les cours, mais plus on avance, plus les rejets sont de plus en plus faibles. Et puis là, on a vraiment explosé la résistance. On a été 49, respiration pile sur la polarité. Donc là, je la surveillais de près parce qu'on était revenu vers ma zone d'achat. Et puis après, on a eu la journée de vendredi intéressante. Là, ça a un peu tergiversé. Et puis jeudi, une belle journée. Donc j'ai pris position. Donc ma stratégie PRU ici, zone d'invalidation à peu près par là. Et objectif, dans un premier temps, là-haut, continuer la tendance haussière en fait. Impulsion, phase de stabilisation, et puis on continue. Et puis on verra bien, là il y a une grosse résistance, grosse zone de polarité à 51 euros si on prend du recul, qui était soit ici support, et après c'est devenu résistance un certain temps, après c'est devenu support, résistance. Donc c'est vraiment une grosse zone, les 51 euros sur Rémi Cointreau, c'est mon objectif numéro 1 pour les prochains jours. RSI, il est positif, pareil, il est revenu vers sa polarité et repart à la hausse. Et j'aime bien aussi la moyenne mobile 50 journalière qui est plutôt intéressante en support dynamique. On a eu ici support là, un peu de... on a été un peu en dessous et après il y a eu les résultats bien accueillis, on repasse au-dessus de cette moyenne mobile. Là, support dynamique, là on s'y approchait, là c'est pareil ces derniers jours. Donc c'est pour moi aussi ma zone d'invalidation si on revient casser
clôture journalière, cette zone un peu en dessous des 45 euros, la moyenne mobile 50 journalière. Et on va finir avec ces 4 sociétés que je trouve techniquement très intéressantes à suivre de près. Donc Renault, on va commencer par l'hebdo pour voir que c'est techniquement pas joli, hein. On est sur une baisse de, je crois, à peu près 50% depuis ses plus hauts de 2025, ouais, à peu près 50%. Bien sûr, quand je vous montre ces 4 sociétés, c'est pas pour un investissement long terme, c'est pour du trade court terme, en plein de trading. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, on prend sa perte. C'est pas, je vous dis pas, je vais investir sur Renault pour les 10 prochaines années. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, Renault, il y a quand même sur du court terme des améliorations. Donc déjà en hebdomadaire, ce que je trouve intéressant, c'est alors c'est timide, mais pour le moment, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo, qui est, c'était plus arrivé depuis décembre 2025, donc ça commençait quand même un peu à dater. Que sur le RSI, on est un peu à la croisée des chemins, sur la zone des 50, donc qui depuis mai 2025, on est en dessous. Donc si on arrivait à casser, donc à repartir un peu à la hausse sur Renault, on repasserait dans la partie haute, donc plutôt aussi positif. Est-ce que j'aime bien en données quotidiennes? Donc on retrouve une oblique baissière. Donc on retrouve là bien sûr la tendance baissière. Là on avait un support à 27,55 qui tenait, sauf que on l'a cassé une première fois, on est revenu, mais le rebond a été bloqué par une oblique baissière. Et puis après on a fait un nouveau plus bas récent à 25,61. Là on s'est stabilisé latéralement. Et puis on a commencé à casser l'oblique baissière. Et puis après, on a cassé la zone de polarité vers les 27,55 sur Renault. Et là, on s'installe. Alors, c'est timide, mais on est au-dessus des 27,55. Après, ce qui m'embête un peu, on a une petite zone là. Si on voit une petite zone aussi de résistance, court terme. Donc là, on est un peu bloqué entre le support, surtout à ne pas casser, c'est les 27,55, parce que si on les casse, la phase de range pour former une base après une énorme baisse, on reviendrait dedans. Donc ça serait bien sûr préjudiciable techniquement, on repassera en dessous de toutes les moyennes mobiles, et pour le moment on est installé au-dessus de la 10 qui est haussière sous les cours, la 20 qui a croisé avec la 50 haussière sous les cours, et la 50 se retourne à la hausse, le RSI aussi sur une petite tendance haussière, donc, et dans la partie haute, au-dessus de la zone des 50, donc il y a quand même des choses que je trouve intéressantes. Maintenant, comment procéder pour essayer de rentrer? Soit elle revient encore chercher les 27,55 et là si on voit une configuration intéressante, une belle bougie, une sorte de bougie de contre-attaque, arami haussier ou un beau marteau, un peu là on a une belle englobante aussi, donc prendre position, zone d'invalidation en dessous de cette bougie qui pour le moment n'existe pas, et premier objectif la résistance où on est un peu là, petite résistance, soit un risque récompense de 1, et si cette fois en fait on revient chercher des acheteurs, on casse, le deuxième objectif serait là-haut, soit un risque récompense de presque 3. Pourquoi pas, soit on anticipe le passage des 29 et donc là on prend position assez tôt, zone d'invalidation, je la placerai toujours ici, et puis l'objectif c'est toujours le même, soit un risque récompense un peu inférieur à 1, donc à vous de voir. Je vais la surveiller après dans le secteur auto. Pour être honnête avec vous, je préfère largement Renault à Stellantis. Et puis techniquement, si vous allez voir Stellantis, Renault s'en sort beaucoup, beaucoup mieux que Stellantis. Donc on en est là sur Renault. Donc je vais vous la partager sur mon X. Et puis je suivrai ça la semaine prochaine. S'il y a possibilité de rentrer ou pas. Surtout que je ne suis pas du tout exposé au secteur auto. Et que je vois des signaux des choses qui s'améliorent. Alors c'est timide, mais ça s'améliore, donc pourquoi pas tenter un rebond un peu plus prononcé sur Renault. On passe à SPI.
Donc SPI, elle, si on se met en hebdo, bon, on voit que c'est très latéral, que c'est bien sûr toujours très haussier, hein. Si on prend du recul, on voit qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile 200 qui est quand même assez loin des cours, qu'on a fait une très belle progression depuis 2021 et que là, depuis 2025, on zigzag entre le support à 42 et la résistance à 52. Voilà, c'est assez clair. Et ce que je trouve intéressant sur SPI, on est au milieu du range avec une très belle polarité à 46 euros qui pour le moment a réagi cette semaine. Donc est-ce que sur du moyen terme, est-ce qu'on est en train de faire comme ça? Donc là, on va pas chercher les plus bas du range, donc c'est positif, on voit qu'elle est forte. En plus, sur le RSI, on est pile sur la zone des 50, donc on pourrait se rapprocher de la résistance et puis pour par la suite la casser. Ce que j'aime bien court terme sur SPI, alors c'est le support à 46 euros qu'on vient de voir en hebdo, qui a bien réagi. On est en train de former une petite structure intéressante. Moyenne mobile, comme on est très latéral, elles sont pas très intéressantes. On est quand même, on verra si on continue la hausse. Là, elles vont se mettre en ordre de bataille haussière sous les cours et ça sera intéressant. Mais pourquoi pas SPI avec une zone de validation assez claire. En plus, là, on a le gap haussier. Voilà, donc le gap haussier en support. C'est pas de rentrer là-dedans parce qu'à chaque fois, donc on se rappelle de la baisse, les plus bas cette année à 42. Là, on a eu un énorme gap haussier le 8 avril. On est revenu un peu grappiller ce gap, mais on est reparti chercher les 52. On est revenu encore vers cette zone des 46. Là, on ne s'y est même pas trop approché pour repartir. Là, la même chose. Et là, récemment, à chaque fois qu'on revient vers les 46, ça repart à la hausse. Donc, c'est vraiment pour moi la zone d'invalidation. Et puis, l'objectif, c'est là-haut, à 52. Donc, je vais surveiller ça. Après, il y a des petites zones intermédiaires, bien sûr. Il y a aussi. Mais bon, déjà, si on prend position maintenant qu'on revient vers les 50, on aura déjà pas mal progressé et puis on verra bien ce qui pourrait se passer. Voilà. Parce que le dernier sommet dans la baisse, pour moi, il est à 50, qu'on pourrait après tergiverser par là pour recasser, mais c'est dans l'ensemble quand même positif SPI et j'aime bien sûr la zone d'invalidation qui est toute trouvée parce que si on venait à repartir à la baisse, là, on pourrait après aller chercher les 42 et on serait sur une config en fait stabilisation et on fait un nouveau plus bas. Donc voilà sur SPI, pareil, je vais regarder de très près la semaine prochaine. On passe à Essilor Luxottica. Alors elle est plutôt malmenée. Si on se met en hebdo, c'est pareil, forte baisse depuis pas mal de mois. Si on regarde depuis les plus hauts, c'est presque aussi 50%. Et les plus hauts, c'est 2025. Donc ça fait même pas un an, cette baisse de 50%. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. RSI, il n'y a rien, il est très 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 faible. Mais bon, on est pour moi sur une zone de support. Maintenant, ce qu'il faut attendre pour tenter un achat, alors c'est bien sûr contrariant parce que là, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On repasse dans la partie basse sur le RSI. Donc, c'est pas, on va dire, c'est pas soutenu pour le moment par les acheteurs. On voit qu'on même là, vendredi, on vient vers les 162 qui est quand même une zone de support, mais ça ne se précipite pas vraiment pour acheter du Essilor. Donc à cet instant T, je suis plutôt négatif, mais si on avait une bonne nouvelle la semaine prochaine ou je ne sais quoi, et si on a une belle bougie, pourquoi pas le trade contrariant, ça veut dire sur un espoir d'un retour là-haut, une belle bougie, comme ça avait été déjà le cas par exemple ici. Là, on a vu une sorte de marteau. Bon, la bougie était quand même assez conséquente. On était très rapidement vers la zone des 178. Plus récemment, ici, pareil, on s'y approché. Donc, si on a une bougie verte, pourquoi pas faire une quatrième fois ce chemin sur Essilor, soit un risque récompense d'à peu près 1,5 à aller chercher. Alors, c'est bien sûr contrariant parce qu'elle peut très bien revenir là et puis faire encore un nouveau plus bas, mais bon, on sortira parce que je pense qu'il faudrait pas rester trop longtemps sur Essilor, sauf bien sûr, là je vous montre pour un trade court terme avec un money management, etc. Si vous êtes sur du long terme et que vous pensez qu'Essilor, et personnellement je pense
que quand même son business est intéressant. Peut-être qu'il était monté trop vite, qu'il y a de la concurrence aussi dans son secteur, etc. Mais bon, vous pouvez prendre position ici à 162 et puis attendre de voir dans les 5 prochaines années, est-ce qu'elle sera plus près des 250 ou des 100 euros. Personne ne le sait. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous montre qu'une stratégie court terme sur Essilor. On termine avec Imerys. Alors, Imerys, que j'aime bien, on va commencer par l'hebdo. Donc, en hebdo, alors c'est pareil, c'est sur du moyen terme, c'est baissier. Ça, c'est sûr. On a une sorte d'oblique baissière qui commence en juin 2024 avec impulsion baissière, retracement, on tape sur cet oblique, on fait un nouveau plus bas, on retape sur l'oblique. Et puis là, on a stoppé l'hémorragie et on s'est arrêté à 20,54 €. Donc c'est le point bas pour le moment sur Imerys qui date quand même depuis août 2025. Donc ça fait un an qu'elle n'a pas fait de plus bas et cassé cette zone des 20,50. Donc elle est en train de construire quelque chose. Alors je ne parle pas d'un retournement haussier de long terme avec Imerys à 40 € dans les prochains mois. Ce que j'aime bien, on va aller voir en données quotidiennes, c'est cette phase un peu de range là sur la donc énorme baisse, phase avec de la volatilité, ça partait un peu dans tous les sens, mais on tenait toujours au-dessus des 20,50. Et puis là, il y a eu les résultats le 29 juillet et très bien accueilli par le marché parce qu'elle a fait plus 10%. On explose la résistance horizontale à 23 €. On repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles avec la 200 qui était un peu résistance dynamique même si elle était plate. Et on va chercher les 24,64 et depuis quelques jours, elle est sur une phase de respiration plutôt bien légitime qu'on voit la hausse. Si on regarde les retracements de l'impulsion, on a fait sur la mèche basse de jeudi 38,2. Alors ce que j'attends sur Imerys, peut-être que c'est trop tard, c'est si elle a un peu de faiblesse la semaine prochaine, peut-être venir vers les 23,50. Et là, si on a une petite réaction, prendre position et l'objectif d'aller chercher, on a vu l'oblique baissière, venir un peu vers cette polarité horizontale vers les 25,60, 26 €. On voit dans le passé, ça avait déjà joué rôle de support ou de résistance. Ça nous fait un risque récompense d'à peu près 1,5. Et puis après, on verra bien si elle arrive à vraiment après repartir. Après, il y aura les 28,50. Donc, c'est aussi un secteur que personnellement, je ne suis pas trop exposé et qui a des arguments quand même suite déjà à ses résultats. Le RSI dans la partie haute était rentré timidement en zone de surachat. Il respire gentiment. Donc, je suis très positif sur Imerys court terme. Maintenant, prendre position au prix actuel, le stop est assez loin. Est-ce qu'on peut le mettre plus près? Le problème, c'est que elle peut très bien en fait partir là, repartir un peu, avoir un peu de faiblesse, revenir là, et après reprendre vraiment des acheteurs vers cette zone, qui est une très belle zone d'achat. Donc, je vais attendre. Peut-être que la semaine prochaine, elle va directement repartir et puis j'aurais loupé le train. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà les 4 sociétés que j'avais envie de vous partager dans différents secteurs d'activité que je vais vous faire suivre sur mon X la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce rendez-vous hebdo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur les réseaux X et Discord, les liens sont dans la description. Pour mes portefeuilles sur Morning ou encore Bagger avec les 14 jours d'essai et avoir accès à énormément d'informations financières, les liens sont aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!